Mardi 1er novembre 2022, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous du 13h, voici le sommaire. Après les élections, les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Bénin ont tenu leur première session statutaire. Au menu des échanges, leur plan de travail. L'Union interparlementaire et l'Assemblée nationale du Bénin travaillent à éradiquer la traite et le travail des enfants au Bénin. Une rencontre est organisée à cet effet à Cotonou. Le nouveau bureau de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin prend officiellement service. Rafiatou Mamadou et son équipe sont installés pour un mandat de 3 ans. Les détails dans ce 13h. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint. Les fidèles catholiques ont pris d'assaut les cimetières pour rendre hommage à leurs défunts disparus. Le conseil communal de Cotonou a fait des visites dans les cimetières de PK14, de Zobo, de Sommet et d'Akwakwa. Dépôt de gerbes, recueillement sur les tombes, les populations ont marqué ces moments d'instants hommages. Des célébrations ont également eu lieu dans nos églises. On reviendra en détail dans nos prochaines éditions sur cette célébration. Dans la commune de Kovel, l'appartenance du village Yenawa divise Weko et Zoba, deux localités voisines. Chacune des localités s'attribue à tort ou à raison le village objet de polémique. Le président de l'association de développement Ima Larado de Zoba est allé soumettre le problème au président de l'Assemblée nationale. L'autre sort satisfait de la rencontre. Suffisamment satisfait parce que le sujet est tout simple. Et nos voisins d'en face lui donnent une autre coloration alors qu'il était juste question d'un problème de domaine. L'arrondissement de Zoba reconnaît que Yenawa existe et ce village est né avec l'ancienne commune de Weko qui est devenue arrondissement, mais pour des raisons d'usurpation, une justice avait été faite que la loi 2015-01 du 6 mars 2015 a porté à la loi précédente, celle de 2013, au sujet des unités administratives locales. Donc la loi 2015 a affecté l'administration du village Yenawa à l'arrondissement de Zoba, ce que nos frères d'en face ne reconnaissent pas parce que Yenawa disparaît de chez eux. Il ne fallait même pas se faire de confusion. Le Yenawa que nos frères de Weko revendiquent est d'un côté de la voie bitumée RIN 4 et l'autre Yenawa Zoba est de côté opposé. Donc le président de l'Assemblée, il a compris que c'est des problèmes endogènes qui vont être corrigés à la prochaine révision de la loi. Comment contribuer à lutter contre la traite et le travail des enfants au Bénin? Les parlementaires béninois y ont réfléchi au détour d'un atelier organisé à Cotonou conjointement par l'Union interparlementaire et l'Assemblée nationale du Bénin. Et c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Bian, qui a procédé à l'ouverture de l'atelier. Fimé Bassao. Selon les estimations faites par l'Organisation internationale du travail, 980 000 à 1 million de filles et de garçons sont victimes du travail forcé à travers le monde. Et au Bénin, selon un rapport de 2020, plus d'un enfant sur deux est victime de la maltraitance. Ce tableau, ainsi décrit, paraît peu reluisant et semble traduire de nombreuses défaillances du système de protection de l'enfant au Bénin. Et pourtant, au fil des législatures, les députés se sont investis dans l'étude et le vote de plusieurs projets et propositions de loi en faveur de l'enfant. Du côté du gouvernement, de nombreux progrès ont été réalisés dans la lutte contre ce fléau, comme en témoignent les résultats du projet d'éradication du travail des enfants, dont l'objectif est d'éliminer définitivement l'exploitation de la main-d'œuvre infantile d'ici 2025. Pour accompagner ces efforts,
La représentation nationale souhaite, une fois de plus, impliquer tous les acteurs dans la lutte pour la protection, l'épanouissement et le bien-être des enfants. L'atelier vise à faire un état des lieux de la mise en œuvre des textes législatifs nationaux et internationaux existants, à évaluer les actions menées par les différents acteurs afin de parvenir ensemble à des propositions concrètes. Faire valider son diplôme par des réalisations professionnelles, telle est la nouvelle démarche d'évaluation de la formation à l'agriculture lancée par l'École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Cela passe par des soutenances pratiques appelées Mémoire Challenge de production. Des attestations de fin de formation sont remises aux étudiants à la fin du processus. Président Nathalie Doris-Olabi pour le point. Des étudiants en pleine soutenance. Ils sont appelés à défendre le challenge de l'obtention de leur licence professionnelle en production et santé animale, une innovation de l'École de gestion des systèmes d'exploitation de l'élevage de l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Cette initiative procède de la volonté du gouvernement qui nous enjoint maintenant désormais de faire plus de pratiques à l'université, changer de paradigme, parvenir à rendre la formation assez technique pour qu'à la sortie, les diplômés soient capables de s'auto-employer tout de suite. Ils sont une cinquantaine d'étudiants répartis en ateliers à plancher devant 23 jurys. On a par exemple ceux qui sont allés en contrôle de qualité des denrées. Il y a aussi eu des challenges de production des tonnes de pintade de chair, de poulet de chair. Il y a des pondeuses qui vont entrer en ponte bientôt. Il y a la production porcine et il y a le lapin, il y a des moutons. Donc il n'y a que les bœufs qui manquent et c'est le défi des challenges de l'année suivante. C'est une initiative qui est hautement appréciée. En tout cas, moi, j'y ai cru dès le début. Je pense qu'on ne peut pas chercher ou demander mieux. En ce sens que déjà notre université a dans sa vision de former des cadres, des techniciens supérieurs directement opérationnels, capables de régler des problèmes professionnels réels. Cerise sur le gâteau, les récipiendaires ont reçu leurs attestations. Le docteur André Boya Abo est le parrain de cette première promotion de Mémoire Challenge de production. Sortie officielle d'une cohorte de jeunes formés à l'entrepreneuriat agricole, ils doivent leur formation à l'ONG Phase Compassion, elle-même appuyée par Merci Chips. Rendons-nous à Tori, sur le site de l'ONG, pour voir la cérémonie de lancement de ces jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Et c'est avec Jean-Claude James et François Zinsou. La joie est au rendez-vous, surtout chez les récipiendaires. 34 jeunes formés au principe de l'agroécologie et qui reçoivent ici le sésame pour la vie active. En ce jour où nous célébrons la fin de la formation, nous ne pouvons que nous réjouir. L'intention est quoi? Former les jeunes à créer de l'emploi, former des jeunes à ne pas passer leur temps derrière les ordinateurs pour voler de l'argent. C'est le début d'une autre saison pour vous et nous prions que cette saison soit pour vous une saison réussie. 6 mois de formation assurés par l'ONG Phase Compassion qui abrite le projet Food for Life de Merci Chips. So thank you so much for allowing me to be here today to Maintenant que celebrate. vous avez gagné toute cette connaissance, grande connaissance bien sûr, et que vous avez eu aussi des capacités pour vous améliorer en matière d'entrepreneuriat, que ceci soit un grand investissement pour vous aussi sur le plan spirituel, afin que vos vies portent de grands fruits. In your lives. We pray this in Jesus' name. But grateful to God by impacting. Soyez de petits commenceurs, si je peux me le permettre, mais des gens qui apportent de grands impacts demain. N'ayez pas peur des petits commencements. Faites repliquer cela ailleurs, impactez d'autres vies
dans l'excellence. He is our faithful and powerful God who has chosen. Faire les finances et puis revenir vers la terre, pour beaucoup, ça paraît bizarre. Mais en réalité, c'est juste une association, je vais dire, une combinaison de deux domaines qui représentent l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Ça offre une autre ouverture, ça offre plein d'autres ouvertures. Je vais remercier l'ONG Face Compassion Bénin et également Mercy Chips. Créée en 2020, Phase Compassion a déjà formé près de 125 personnes. Cette formation est ouverte aux jeunes de 18 à 35 ans, sélectionnés après étude de dossiers. Première session statutaire de l'Assemblée consulaire de la SEMA, entendez Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les assises ont eu lieu le lundi matin au Palais des Congrès à Cotonou. Chénel Afouda Moussi Agoka et Patrick Nimanvo pour le point. Les élus consulaires de la SEMA, Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, en session statutaire. Une première après leur élection le 27 septembre 2022. La Chambre des métiers de l'artisanat représente, défend et protège les intérêts généraux de l'artisanat béninois. Elle est désormais le bras armé de l'État pour développer et mettre en œuvre sa politique en faveur de l'artisanat. À cet égard, je voudrais préciser que bientôt une nouvelle politique, la politique nationale de développement de l'artisanat, va être définie et approuvée par le Conseil des ministres. Cette politique sera suivie par une stratégie de développement de l'artisanat dont découlera le plan stratégique de la Chambre des métiers de l'artisanat. L'installation des membres de la SEMA s'inscrit dans la vision du président de la République, Patrice Talon, d'œuvrer pour le développement durable du secteur de l'artisanat au Bénin. C'est cette vision présidentielle qui a généré toute la réforme, dont la mise en œuvre intelligente et diligente par notre ministre du tutelle nous permet aujourd'hui de siéger en tant qu'élu consulaire d'une nouvelle génération pour le bien-être collectif des artisans et la prospérité des entreprises artisanales. Au chef de l'État, toute l'Assemblée consulaire de la SEMA Bénin rend un vibrant hommage pour la place qui est faite à notre secteur d'activité dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est composée de 80 membres. Je vous l'annonçais au démarrage de cette édition, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin installe son nouveau bureau. Pour cette 5e mandature, Afiatou Mamadou prend les rênes de la cellule pour un mandat de 3 ans. La cérémonie officielle d'installation s'est tenue le samedi 29 octobre dernier avec pour thème central « Osons reconnaître les valeurs de la femme des médias ». Jennifer Sativier et Patrick Nimanvo pour le reportage. Un nouveau bureau, le début d'une nouvelle ère pour la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle est présente partout. Elle a quitté Porto Novo. Pour cette 5e mandature, militantisme, entraide et engagement à œuvrer pour l'épanouissement des femmes des médias sont les mots d'ordre. Notre mandature, je la veux imposante. Notre mandature, je la veux réussie. Notre mandature, je la veux impactante. Et notre mandature, je la veux particulière. Et je veux compter sur vous. Je ne doute pas de la compétence de la nouvelle coordonnatrice, Madame Rafiat Mamadou. Je sais qu'elle sait se battre et qu'elle va se battre mieux que les coordonnatrices antérieures pour hisser plus haut le flambeau de la CFU. La CFU, cellule à part entière de l'UPMB, entend œuvrer en synergie avec l'institution fêtière qui ne marchande pas son soutien. Ensemble avec les responsables de l'UPMB, nous aurons à défendre notre corporation et à rester dignes partout où nous sommes. Conscients que nous sommes embarqués dans la même barque, je déclare officiellement installer le bureau entrant de la 5e mandature de la CFU. 7 membres constituent ce nouveau bureau qui a désormais la charge, sur une durée de 3 ans,
d'agir pour la reconnaissance des femmes des médias. À quelques heures de la clôture de la réception des enregistrements des partis politiques, le directeur général des impôts tente de rassurer les candidats. Suivons plutôt. Nous avons encore le temps de le faire. Nous avons toute la journée d'aujourd'hui. S'ils se mettent effectivement à jour, nous avons la journée du mercredi qui est le dernier jour. S'ils se mettent à jour, il n'y a aucune raison que leur quitus soit gardé. Ces personnes qui aspirent à nous diriger, qui aspirent à de hautes fonctions et qui se disent bons citoyens ne doivent pas attendre les élections pour courir dans les centres fiscaux pour pouvoir se mettre à jour. Ils doivent spontanément se mettre à jour bien avant les échéances fiscales. C'est regrettable de dire que c'est seulement la dernière semaine où, à l'occasion des élections, où les élections sont annoncées, que ces personnes courent pour aller chercher à déclarer leurs biens, à payer leurs impôts. Ce n'est pas normal parce que le citoyen béninois ordinaire fait aujourd'hui l'effort de payer ses impôts, mais ceux qui aspirent à nous diriger, qui veulent aller au Parlement, voter des lois, qui plus est des lois fiscales, ne souhaitent pas se mettre à jour et ce n'est pas bien. Les voitures que ces personnes roulent et que ces personnes ont roulé toute l'année 2021 ou 19 ou 20 pour se conformer au code électoral, figurez-vous que ces personnes roulent ces voitures et n'ont pas payé la taxe sur les véhicules à moteur de ces véhicules. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de polémique. Nous faisons notre travail sans regarder la couleur politique des demandeurs. La preuve, je vous ai indiqué, il y a bien des personnalités de la majorité présidentielle qui sont allées me voir et qui souhaitent payer à tempérament ou s'engager pour payer après avoir obtenu les quitus fiscaux. Et il n'en est pas question parce que nous en avons fait déjà l'expérience en 2021. Beaucoup ont pris des engagements, mais n'ont pas respecté ces engagements. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'ils payent l'intégralité. Je crois que la polémique n'a pas raison d'être. Il faudrait que chaque citoyen, et notamment ceux qui sont intéressés par les élections législatives, puissent faire l'effort de régulariser leur situation. Ce n'est pas normal que on pense que l'administration fiscale prend parti, prend position. Je vous ai dit, il y a bien de grandes personnalités de la majorité présidentielle qui, si la situation reste ainsi, s'ils ne font pas l'effort de payer, ils ne pourront pas avoir leur quitus fiscaux. Je voudrais inviter simplement les candidats à faire preuve de responsabilité et à lever le niveau du débat. Liste électorale informatisée, les populations de la commune d'Avrancourt sont unanimes sur la qualité du travail qui est fait autour de cet outil devant servir pour les élections à venir. Fumin Bassao les a rencontrés et voici ce qu'ils en disent. Je vous assure, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation qui doit servir d'école même dans la sous-région. Le Bénin a défié tous les pays presque dans l'Afrique. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tous les électeurs même peuvent se fixer et s'assurer qu'ils connaissent leur lieu de vote. Et actuellement, même les messages sont envoyés à tous les électeurs pour les situer. Donc il n'y a plus d'inquiétude. C'est de l'innovation et presque tous les électeurs sont en joie. Aujourd'hui, je vois que c'est une liste fiable qui peut nous aider à organiser les élections législatives en cours. Et je salue d'ailleurs notre chef d'État, le président Patrice Talon. Il a vu juste mettre de réformes dedans. Pourquoi il dit de réformes? Et auparavant, à la pointe des élections, qu'est-ce qu'on faisait? Le gouvernement injectait par exemple des milliards pour l'organisation. Mais il a vu que non, étant donné que nous avons déjà une structure en place, qui est l'ANIP, qui peut nous aider à faire quoi? À rendre un peu plus fiable, parce que les acteurs politiques tournaient autour de cette liste-là. Et chacun essayait de faire quoi? De s'imposer pour mettre un peu de nos billets dans ses poches. Mais aujourd'hui, il a dit pas question. Il faut vous dire que cette liste, c'est ce que nous souhaitons depuis. Parce que quand il s'agit des élections, on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire, même les morts avant, les morts venaient voter. Quand cette liste est venue, vraiment ça a écarté beaucoup de ces choses. Aujourd'hui, maintenant, si tu es citoyen, tu trouves sur la liste ton nom, c'est que tu vas pour voter. Tous ceux-là qui sont déjà décédés,
on déclare et on enlève leur nom de la liste. Et c'est une, disons, on fait les votes dans la transparence totale. Les Forces Nouvelles et l'Alliance pour le développement du Bénin, deux mouvements politiques qui font désormais partie intégrante de l'Union progressiste Le Renouveau. Précédemment membres fondateurs et militants du bloc républicain dans les 19e, 20e et 21e circonscriptions électorales, ils ont rendu public leur déclaration le samedi dernier à Avrancourt. Désormais, je suis UPR. Un mastodonte de la politique qui fait désormais son entrée dans la vague jaune. Derrière lui, toute une jeunesse mobilisée. Nous, désormais ex-leaders, ex-coordonnateurs communaux, ex-élus et ex-militants à divers niveaux du bloc républicain, issus des 19e, 20e et 21e circonscriptions électorales, et réunis autour de l'honorable Michel Missikbodé, entendons poursuivre notre aventure politique sous le baobab coiffé de l'arc-en-ciel. La décision vient comme une bouffée d'oxygène pour le parti d'accueil. Lorsque nous avons la chance d'être à l'école d'une personne de cette grandeur, nous ne pouvons que nous réjouir. Pour ceux qui me connaissent dans mes relations avec l'honorable Missikbodé, ma présence ici est une évidence. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes découverts depuis 25 ans au moins au Parlement lorsque nous étions en séjour là-bas. J'ai fait ce qu'on appelle la vraie politique lors des élections communales. Et s'il faut recommencer, je serai encore plus fort dedans. 3 fois député à l'Assemblée nationale, ex-membre de la Haute Cour de justice et ancien maire de la commune urbaine d'Avrancourt, Michel Missikbodé a eu un parcours politique exceptionnel selon les témoins. Son ralliement à l'Union progressiste Le Renouveau vient réconforter le parti dans les 19e, 20e et 21e circonscriptions électorales. L'association Nyomba, engagée dans la lutte contre le cancer de sein, une marche rose avec les membres des organisations de la société civile dans la ville de Parakou, a bouclé sa campagne de sensibilisation dans le cadre de la prévention. Le point avec Michael Noatin et Ablaimouni Yakoubou. Cette marche rose dans la ville de Parakou consacre la fin d'une série d'activités de l'association Nyomba dans ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer de sein. L'itinéraire, campus universitaire de Parakou, mairie et place Bioguera avec des escales de sensibilisation. Nous avons eu à faire des communications digitales sur nos plateformes, dans les médias sociaux. Nous sommes allés en communauté, nous sommes allés dans les zones reculées pour divulguer l'information relative au cancer du sein, pour promouvoir surtout le dépistage précoce parce que ça s'avère être l'un des moyens les plus efficaces pour anticiper sur la lutte contre le cancer du sein. Nous voulons atteindre tout le monde, mais surtout les femmes parce que le cancer du sein en fait c'est un cancer des glandes mammaires. Ça peut se manifester par des nodules dans le sein, d'où la palpation du sein personnellement, des nodules ou une peau d'orange, le sein qui change de couleur ou bien de forme. Si ce n'est pas normal, il faut se rendre à l'hôpital également. Du pu ou du sang qui se coule du sein, ce n'est pas normal non plus. Ça a été un réel succès. Je remercie tous les participants et spécialement l'association Nyomba pour l'initiative. Ça a permis à tout le monde d'avoir au moins des informations sur le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est parmi les premières causes de mortalité maternelle. Ça me rend heureux avant tout parce que en réalité, il est très rare de voir les femmes se mobiliser de cette manière-là. Les hommes de l'association Nyomba ont décidé de les accompagner. L'autopalpation des seins représente l'un des moyens efficaces, selon les organisateurs, pour une prise en charge précoce dès l'apparition des premiers signes du cancer du sein. Du 23 au 26 novembre 2022, le Bénin va abriter la première édition du symposium sur l'indigo africain, une initiative de couleur indigo. Cette structure veut mettre un point d'honneur à la professionnalisation de la filière indigo. Les initiateurs étaient face à la presse jeudi dernier pour partager toutes les ambitions de ce programme. On les écoute au micro de Jennifer Sachivi et Petroni Lokoso. La première journée qui est l'ouverture officielle
va se dérouler au Palais des Congrès avec les différentes délégations qui sont au nombre de 10. Après ça, nous prendrons départ pour Ouidah. Et à Ouidah, on aura l'ouverture officielle du village Elou, du symposium. D'accord ? Donc, ce village, il y aura dans ce village tous les pays invités qui seront là. Il y aura tout le département du couleur indigo de Loubo qui sera représenté. On aura également un mini laboratoire qui vous allez suivre un peu tout le processus que subit, pour ne pas dire que sur la production du tissu Elou. Ce symposium a pour objectif de rassembler autour d'une même table des professionnels des communautés ayant en partage le savoir-faire de la teinture à l'indigo, afin que nous puissions commencer à poser les bonnes questions pour ce qui concerne la professionnalisation de notre activité, réfléchir ensemble à comment s'organiser pour mieux faire face au marché à une demande de plus en plus grandissante. Et cette démarche-là s'inscrit aussi dans une activité de transmission pour s'assurer que ce savoir-faire-là va pouvoir perdurer. Et parce qu'on dit indigo, ça semble un mot vite fait, mais c'est toute une filière. Et tous les actes que nous allons poser et l'acte général global du symposium à la fin, tout va concourir à œuvrer effectivement pour une professionnalisation de cette filière. 6e édition de la foire saveur locale du Zou, la communauté des communes du Zou a une fois encore mis en exergue le potentiel culinaire de cette région. L'esplanade de la gare routière de Corvey a abrité les 4 jours d'exposition, vente et échange. Des dérivés de l'arachide, des farines de diverses céréales, des produits piscicoles, également des jus de divers fruits tropicaux, sans oublier les multiples dérivés du manioc, du soja, du riz local. C'est une panoplie de saveurs locales proposées aux visiteurs. La foire saveur locale du Zou vise à inciter le consommant local afin d'impacter l'économie nationale. Et juste vous faire remarquer qu'il ne saurait y avoir développement sans la promotion de l'économie locale. Tout développement tourne autour de la promotion de l'économie locale. Et qui parle de l'économie locale, parle de la promotion de ce que nous savons faire. 6 années après, les partenaires saluent l'adhésion de la conscience collective au goût du Made in Benin. C'est donc l'occasion de remercier très sincèrement la communauté des communes du Zou et le département des Hauts-de-Seine de nous avoir fait confiance. Je pense aux résultats que nous avons ensemble produits dans les dernières années. Plusieurs centaines, 500 à 600 entreprises du territoire qui sont impliquées. Je pense aux filières qui ont été soutenues, qui ont été renforcées, tout particulièrement la filière soja. Et je pense aussi à l'avenir. L'initiative vise aussi à promouvoir les valeurs non gastronomiques telles que certains rythmes et chansons locaux. Le lomba, le guélédé, le sato et autres ont retenti pour agrémenter la fête des saveurs locales du Zou. Descendons à Porto Novo pour l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Les assises sont consacrées à la révision de certains articles du statut de la fêtière. Une nouvelle page de l'histoire du football béninois qui s'écrit dans cette salle de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. Des responsables de la fêtière et autres acteurs du football béninois venus assister à cette assemblée générale de révision de certains articles du statut de la fêtière. Nous mesurons la portée de cette marque de confiance et nous allons travailler ensemble afin de pas vous décevoir. Vous comprenez avec moi qu'il s'agit de l'avenir de notre discipline. C'est pour cela que je vous invite à accorder une attention particulière aux travaux afin qu'au sortir de cette Assemblée générale extraordinaire, nous puissions nous doter de tests pouvant nous permettre de continuer à développer le football béninois. Par 73 voix sur 73, les délégués ont adopté les points soumis à leur réflexion. Au total, plus d'une dizaine d'articles ont été révisés
de même que les montants des cotisations annuelles des membres. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Banque Atlantique, filiale du groupe BCP Maroc, a annoncé le 21 octobre 2022 la prise de fonction de M. Ahmed Ndao en tant que nouveau directeur général. Il succède ainsi à M. Alexis Loeke qui fait valoir ses droits à la retraite après plusieurs années au service de la banque. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle organisée à Cotonou en présence de son Excellence M. Rachid Erghibi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Bénin, et de M. Habib Koné, directeur général d'ABI, accompagné d'autres représentants des autorités politiques et de tutelle ainsi que plusieurs administrateurs de la banque. Directeur des engagements à la holding du groupe Atlantic Business International, ABI, depuis 2017, M. Ahmed Ndao y a construit une solide carrière. Fort de son expérience et sa solide expérience régionale de plus de 20 ans dans l'exploitation, le management et la gestion du risque de crédit, M. Ahmed Ndao a occupé différents postes de responsabilité, dont ceux de directeur des risques à Banque Atlantique Mali et à Banque Atlantique Burkina Faso, directeur général de Banque Atlantique Guinée-Bissau et directeur général adjoint de Banque Atlantique Mali. M. Ahmed Ndao est titulaire d'un Advanced Management Programme de l'ISE Business School de Barcelone, d'un certificat en management des organisations de Stanford University, d'un diplôme d'études supérieures de l'Institut technique de banque et d'une maîtrise en sciences de gestion des entreprises. À l'occasion de cette nomination, M. Habib Koné a tenu à féliciter M. Ahmed Ndao pour son engagement et sa volonté à porter les ambitions du groupe et à poursuivre le déploiement de sa stratégie au Bénin. Il a également exprimé les chaleureux remerciements du groupe au précédent directeur général, M. Alexis Loeke, pour son leadership exemplaire, ses compétences managériales et le travail remarquable réalisé à la tête de Banque Atlantique. Troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de part de marché, Banque Atlantique est présente dans les 8 pays membres de l'Union monétaire. Banque Atlantique s'appuie également sur les filiales spécialisées à savoir banque d'affaires, gestion d'actifs et assurance. Banque Atlantique, grandir ensemble. Un somptueux dîner pour célébrer les noces de bois de Golden Tulip, le diplomate Cotonou. 5 ans que Golden Tulip, le diplomate Cotonou, ouvre ses portes à ses clients du Bénin et du monde. Plus de 100 chambres, jardins, spas, salles de gymnastique, piscines, restaurants. Tous les services retrouvés dans un complexe hôtelier 4 étoiles. Luxe, plaisir, fine cuisine, décor somptueux. Du 27 octobre 2017 au 27 octobre 2022, un parcours enrichissant, soutenu par l'accompagnement du gouvernement béninois. La pandémie mondiale du Covid-19, qui a ébranlé pendant la réactivité et l'accompagnement de l'État béninois, qui s'en est suivi, nous ont permis d'assurer le rayonnement de notre hôtel. Cet accompagnement s'est surtout remarqué quand il fallait faire face aux conséquences de la pandémie à Covid-19. C'est à Cotonou qu'il y avait l'accueil, la prise en charge des passagers la plus professionnelle de tous les aéroports, que ce soit européens ou africains réunis. Et là-dessus, tout a été pensé pour intégrer les questions de sécurité, pour les questions d'organisation, de logistique, d'esthétique. Les hôtesses, elles étaient magnifiques. La musique qui vous accueillait pendant que vous attendez votre résultat tranquillement. La digitalisation, les codes barres, tout était nickel. Et je ne vous cache pas, pour avoir voyagé ensuite, que ce soit à Genève ou à Paris, on n'avait pas ça. Golden Tulip, le diplomate Cotonou, après 5 années d'existence sur le marché béninois, s'est imposé comme un leader incontournable. Le Golden Tulip, le diplomate, fait partie de ces hôtels qui s'efforcent au quotidien
a contribué à relever le défi en proposant une qualité de service, une variété d'offres aux standards internationaux. Dans ce jardin de Golden Tulip, le diplomate Cotonou, Petit Four, barbecue et champagne sont accompagnés par des prestations d'artistes.